beautiful dress, and then I'm wearing a gold. Imaginez une silhouette qui tranche l'air comme une lame fine. 2 lignes interminables pour jambes et un visage qui n'appartient jamais 2 fois à la même femme. Sous les spots, elle n'avance pas, elle change d'état. Un soir, elle est héroïne graphique au noir d'encre chez Givenchy. Le lendemain, spectre diaphane et presque murmurant au sein d'un studio Dior où chaque pas ressemble à une note tenue. Puis, chez Miu Miu, elle devient cette effronterie précise, un clin d'œil d'adolescence contrôlée. L'épure recomposée. On l'appelle caméléon, mais ce serait trop facile. Chez elle, la métamorphose n'est pas un truc, c'est une discipline. Le public se souvient des silhouettes, les équipes se souviennent du silence. Ce silence qui précède sa sortie, quand d'un coup d'épaule, Manon Leloup règle la partition de son corps, éteint le monde autour et ouvre un couloir d'air dans lequel la mode s'engouffre. Elle ne joue pas le rôle que l'on attend, elle le reformule. Un regard, un angle de mâchoire, la vitesse millimétrée d'un pas, et l'image bascule. L'élégance perd son évidence, la fragilité devient force, la force s'enseigne à voix basse. On dit qu'elle a de longues jambes, c'est vrai, mais ce que l'on oublie, c'est la façon dont elle raconte une idée. Une ligne, oui, mais surtout une direction. Chaque défilé, une thèse courte, chaque photo, une hypothèse tenue. Et derrière l'allure, il y a ce secret simple. Manon ne cherche pas à plaire, elle cherche à prouver qu'une femme peut posséder 1000 visages sans jamais perdre le sien. Manon Leloup naît loin des podiums et des flashs, dans une petite ville du nord de la France, où l'horizon est souvent gris et le vent s'infiltre dans les fissures des vieilles maisons en briques. Elle grandit dans une rue tranquille, bordée de jardins modestes, dans une atmosphère où l'on connaît le prénom des voisins et où l'on échange encore des gâteaux faits maison à travers les clôtures. Sa famille appartient à cette classe moyenne discrète, celle qui compte chaque dépense mais offre sans hésiter le dernier morceau de tarte à un invité. Son père, employé municipal, porte toujours des chemises repassées, même le dimanche, comme pour rappeler que la dignité se maintient dans les détails. Sa mère, infirmière dans un petit hôpital, rentre souvent tard, les mains encore imprégnées d'odeurs de désinfectant, mais le sourire intact. Enfant, Manon n'est pas la petite fille que l'on imagine sur les couvertures glacées. Elle est grande, trop grande pour son âge, avec des genoux écorchés et des mèches de cheveux qui refusent la discipline des barrettes. Les autres filles de son école portent des robes fleuries. Elle préfère les pantalons amples et les pulls empruntés à son frère aîné. Cette allure androgyne, presque effacée, intrigue autant qu'elle dérange. Certains enseignants y voient une maturité prématurée, d'autres un manque d'effort. Manon, elle s'en moque. Déjà, elle se sent ailleurs, comme si sa place se trouvait dans une langue ou un décor qu'elle ne connaît pas encore. Le dimanche, la famille se retrouve autour d'un repas simple. Pot-au-feu en hiver, salade de tomates et quiche en été. C'est lors de ces déjeuners que Manon observe, en silence, les gestes des adultes, le verre d'eau rempli à moitié, la façon de se pencher légèrement en avant pour écouter, le moment exact où un sourire s'efface. Ce sens aigu du détail, elle ne sait pas encore qu'il deviendra un outil puissant sur les podiums. Capter une ambiance, comprendre le rythme d'une pièce, se fondre dans un univers tout en y imprimant sa marque. Elle n'a pas grandi dans un environnement saturé de mode. Les magazines féminins entrèrent rarement dans la maison. La télévision parlait plus de météo et de politique locale que de haute couture. Mais dans le grenier, Manon découvre un carton de vêtements que sa mère portait dans les années 80. Jupes plissées, blouses à épaulettes, foulards aux motifs saturés. Ces tissus oubliés deviennent ses accessoires de jeu. Devant le miroir fêlé de sa chambre, elle s'invente des personnages. Institutrice élégante, chanteuse de cabaret, exploratrice en voyage. Chaque rôle lui permet de réarranger son corps, d'expérimenter des postures, d'essayer une manière de marcher qui ne lui appartient pas encore. À l'école, elle reste en marge, ni leader ni suiveuse. Sa taille et sa réserve créent une distance naturelle. Certains camarades la surnomment la girafe. Elle encaisse, enregistre et transforme cette singularité en armure silencieuse. Elle apprend à se tenir droite, non par piété, mais pour ne pas se tasser sous le regard des autres. Cette verticalité, plus tard, séduira les directeurs de casting. À l'époque, elle n'est qu'une façon de respirer. Son adolescence se déroule au rythme lent des petites villes. Fêtes foraines, après-midi à vélo, premiers émois au coin d'une rue. Mais dans sa chambre, la fenêtre ouverte sur le ciel du Nord, Manon rêve d'ailleurs. Elle écoute des disques empruntés à la médiathèque. Bowie, Gainsbourg, Björk.
Ces voix singulières lui enseignent que l'art ne consiste pas à se conformer, mais à imposer une vision. Elle commence à découper des images dans les rares magazines qu'elle trouve, non pour imiter les modèles, mais pour comprendre comment une lumière, un angle ou un tissu peut transformer un visage. La maison familiale n'est pas toujours un havre tranquille. Les horaires irréguliers de sa mère, les inquiétudes financières, la fatigue accumulée créent parfois des tensions. Manon apprend à s'effacer dans ces moments-là, à observer plutôt qu'à d'intervenir. Ce retrait volontaire nourrit une sensibilité particulière. Percevoir l'invisible, anticiper les gestes, écouter les silences. Un jour, en fixant son reflet, elle comprend qu'elle ne sera jamais la petite fille parfaite des clichés locaux. Mais elle devine aussi, confusément, qu'il existe quelque part un monde où cette différence sera sa force. Cette enfance, ni dramatique ni idyllique, forge un socle discret mais solide. Entre le vent du Nord et les couleurs éteintes de sa ville natale, Manon Leloup cultive un mélange rare. La patience des terres plates et la soif d'horizons lointains. Deux forces qui bientôt trouveront leur scène. Le déclic ne vient pas d'une rencontre fortuite dans un centre commercial, ni d'une carte de visite glissée à la sortie du lycée. Pour Manon Leloup, tout commence par un concours de circonstances où le hasard semble avoir pris rendez-vous avec la préparation silencieuse de toute une enfance. Elle a 17 ans lorsque, par curiosité, elle accompagne une amie à un petit casting organisé dans la ville voisine. Elle n'est pas inscrite, elle n'a rien préparé. Elle porte un jean brut, un t-shirt blanc et un manteau trop grand. Elle s'installe au fond de la salle, persuadée que ce monde n'est pas pour elle. Pourtant, quand un recruteur lui demande, presque machinalement, de se lever et de marcher juste pour voir, quelque chose se produit. Le brouhaha se tait, les regards se fixent et cette grande fille qui se sentait invisible devient, l'espace de quelques pas, l'axe autour duquel tout pivote. Ce jour-là, elle ne signe pas de contrat, mais elle repart avec un numéro de téléphone griffonné au dos d'une carte et surtout avec une idée nouvelle. Peut-être que ce corps qu'elle a longtemps perçu comme une anomalie peut devenir un langage. Les semaines suivantes, elle hésite. Sa mère s'inquiète. Ce milieu n'est pas pour nous. Son père, plus pragmatique, lui conseille de se concentrer sur ses études. Mais Manon, elle, sent déjà une porte entr'ouverte. Elle accepte alors une invitation à monter à Paris pour une séance phototest, organisée dans un petit studio du Marais. La lumière est froide, le maquillage minimal. On lui demande de rester immobile, puis de marcher, puis de tourner la tête au ralenti. Les gestes qu'elle croyait maladroits trouvent une cohérence. Son visage, sous l'objectif, se transforme d'instant en instant. Ce premier shooting devient une révélation. Elle découvre la rigueur de la pose, l'importance du souffle, la manière dont un photographe peut modeler la lumière comme une sculpture autour d'un corps. On lui apprend à tenir un regard sans le figer, à faire parler une main sans la bouger vraiment. Chaque instruction, elle l'absorbe comme une langue nouvelle. Elle comprend vite que la mode n'est pas un jeu de hasard, mais une chorégraphie précise où chaque millimètre compte. Les débuts ne sont pas faciles. Elle enchaîne les allers-retours entre sa ville natale et Paris, jonglant avec les trains, les devoirs scolaires et les rendez-vous imprévus. Parfois, elle attend des heures pour un casting qui se termine en quelques secondes. Parfois, on lui dit poliment « non merci », sans qu'elle sache pourquoi. Elle apprend à encaisser le refus sans se briser, à repartir sans s'excuser d'exister. Chaque non devient un apprentissage. Mieux choisir ses tenues, affiner sa posture, anticiper l'angle des lumières. Puis vient le jour où une agence parisienne décide de la représenter. Ce n'est pas une promesse de gloire, mais un sésame. Désormais, elle a un nom qui peut être inscrit sur des listes, un book qui commence à se remplir et surtout une équipe prête à défendre sa singularité. Les premiers contrats arrivent, modestes. Lookbook pour de jeunes créateurs, éditoriaux dans des magazines indépendants. Mais même dans ses projets confidentiels, Manon donne tout. Elle travaille chaque expression, se renseigne sur l'univers de la marque, cherche à comprendre ce que le styliste veut raconter. La vraie bascule se produit lors d'un casting pour Givenchy. La salle est vaste, froide, éclairée par des néons. Des dizaines de jeunes femmes attendent, toutes impeccables, toutes préparées. Manon, elle, entre avec ce mélange de calme et d'acuité qui intrigue. Elle marche, s'arrête, croise le regard du directeur de casting. Il lui demande de refaire, plus lentement. Puis encore, mais en imaginant qu'elle avance dans un couloir d'air. Elle obéit. Et dans ce silence, il y a comme une évidence. Elle vient d'être choisie. Quelques semaines plus tard, elle défile pour la maison, ouvrant même le show. Les photos circulent, les commentaires parlent de cette nouvelle Française au port sculptural. Ce premier grand pas entraîne un effet domino. Dior l'appelle, puis Miu Miu.
Elle découvre les backstage frénétiques, les essayages qui durent des heures, les dernières retouches avant de fouler le podium. Elle apprend à composer avec le stress, les retards, les changements de dernière minute. Mais plus que tout, elle découvre qu'elle aime ce moment suspendu entre l'attente et l'explosion, quand la musique démarre, que le rideau s'ouvre et que le monde extérieur disparaît. Pour Manon, entrer dans la mode n'a pas été une évidence. C'était une suite de portes entrouvertes qu'elle a osé pousser malgré le doute et les réticences. Et chaque pas franchi depuis le premier casting de Fortune est venu confirmer cette intuition née un jour dans une salle anonyme. Il existe bien un monde où sa différence est sa plus grande force. Les mois qui suivent ses premiers défilés pour Givenchy, Dior et Miu Miu ressemblent à une succession de plans serrés qui s'enchaînent trop vite pour que Manon Leloup ait le temps de respirer. Un jour, elle est à Paris, drapée de mousseline noire, avançant comme une ombre dans un décor d'arche monumental pour Givenchy. Le lendemain, elle prend un vol pour Milan, où Miu Miu l'attend pour un tableau aux couleurs pop et aux coupes rétro. À peine le temps de poser ses valises qu'elle enchaîne avec New York, où un shooting éditorial pour un magazine culte la plonge dans un décor de béton brut et de lumière métallique. Son visage commence à circuler partout. Dans les vitrines, sur les pages glacées, dans les moodboards des directeurs artistiques. Les rédactrices de mode parlent de sa précision quasi militaire sur le podium, tandis que les photographes louent sa capacité à se transformer d'un cliché à l'autre sans jamais perdre cette énigme tranquille dans le regard. Elle devient cette figure rare qui peut incarner l'austérité sculpturale d'un look haute couture le matin et, l'après-midi, la fraîcheur d'une campagne prêt-à-porter. Le moment charnière survient lorsqu'elle est choisie pour ouvrir un défilé Dior. La scène est grandiose. Un sol miroitant, une lumière diffuse, une musique qui vibre dans la poitrine. Derrière le rideau, Manon attend, le dos droit, les mains détendues. Le signal est donné. Elle avance, et dans cette marche, il y a tout ce qu'elle a appris depuis le premier casting. La maîtrise du souffle, l'économie du geste, le magnétisme contenu. Les journalistes présents décrivent une entrée qui a imposé le silence, un moment où la salle entière semble s'être accordée sur un seul battement. Les campagnes s'enchaînent. Elle prête son image à des marques historiques, mais aussi à des créateurs émergents, conscientes que la diversité des collaborations nourrit son langage visuel. Elle pose pour des séries mode où les vêtements deviennent presque secondaires, tant son corps raconte autre chose, une géométrie mouvante, une tension entre grâce et puissance. Certains directeurs artistiques lui confient des projets exigeants, comme rester immobile pendant de longues minutes sous une pluie artificielle ou défiler dans des chaussures instables sur un marbre poli. Elle accepte tout, avec la rigueur d'une athlète. Ce professionnalisme attire l'attention des grands noms. Un photographe légendaire, habitué à travailler uniquement avec des icônes établies, demande à la rencontrer. La séance se déroule dans un silence quasi religieux. Il place les ombres sur son visage comme on peint une toile, ajuste un pli de robe d'un geste précis, puis murmure « Vous avez le rare talent de disparaître tout en étant inoubliable ». La phrase restera gravée en elle. Manon sait pourtant que l'âge d'or d'un mannequin peut être bref. Elle travaille sans relâche, apprenant à moduler son image pour rester imprévisible. Sur les podiums, elle varie la cadence, la tension du regard, la subtilité d'un mouvement d'épaule. Devant l'objectif, elle explore les contrastes. Dureté et abandon, lumière et obscurité, distance et proximité. Elle devient pour beaucoup la preuve vivante que le mannequinat n'est pas une simple question de physique, mais un art de la métamorphose. Sa présence scénique culmine lors d'une saison où elle participe à plus de 30 défilés en quelques semaines, couvrant Paris, Milan, Londres et New York. Chaque ville, chaque podium lui offre un rôle différent. À Londres, elle incarne une héroïne punk aux yeux soulignés de Cole. À Milan, elle se transforme en icône glamour des années 70, drapée de soie fluide. À Paris, elle redevient cette silhouette architecturale qui hypnotise par sa sobriété. À ce stade, son nom ne limite plus à une ligne sur un portfolio, il devient une référence dans les discussions entre créateurs, un exemple cité dans les écoles de mode. On analyse ces passages en vidéo pour comprendre comment un simple changement de rythme peut modifier l'atmosphère d'un défilé. Les jeunes mannequins l'observent en coulisses, cherchant à percer le secret de cette présence calme mais dominante. Pour Manon Leloup, ces années d'ascension ne sont pas seulement un triomphe professionnel, elles sont la confirmation qu'elle a trouvé son espace dans un monde qu'elle n'osait même pas imaginer. Chaque image publiée, chaque pas sur un podium, chaque silence avant un départ en coulisses est une réponse à cette adolescente qui un jour se croyait trop grande, trop différente pour être vue.
Dans un milieu où l'on mesure souvent la valeur d'un mannequin à sa capacité à se fondre dans la tendance, Manon Leloup a choisi une autre voie, celle de la singularité assumée. Dès ses premières saisons de gloire, elle comprend que plaire à tous, c'est risquer de ne marquer personne. Elle cultive alors cette aura à la fois insaisissable et cohérente, refusant de se plier au code qui ne résonne pas avec son intégrité. Dans un entretien rare, elle confie « On me demande parfois de sourire plus, d'être plus commercial, mais je ne suis pas un panneau publicitaire ». Cette phrase, lâchée sans arrogance mais avec une conviction tranquille, résume sa posture. Manon ne se travestit pas pour correspondre à une vision préformatée de la féminité. Sur les podiums, elle conserve cette retenue magnétique même lorsque certains directeurs artistiques rêveraient d'une expression plus docile. Plusieurs fois, elle décline des offres séduisantes mais incompatibles avec ses valeurs. Un parfum grand public lui propose un contrat lucratif, à condition qu'elle adopte un rôle hypersexualisé devant la caméra. Elle refuse, consciente qu'une image peut la poursuivre longtemps. Une marque de prêt-à-porter lui demande de teindre ses cheveux en blond platine pour coller à une collection. Elle décline, préférant préserver la cohérence de son identité visuelle. Pour elle, l'authenticité est un capital bien plus précieux que n'importe quel cachet. Cette résistance ne passe pas toujours inaperçue. Certains la trouvent trop exigeante, voire difficile. Mais d'autres, les plus attentifs, comprennent qu'elle ne cherche pas à compliquer les choses. Elle cherche à raconter une histoire juste. Sur un shooting, elle peut passer de longues minutes à discuter avec un styliste pour ajuster une silhouette de manière subtile afin que la tenue ne perde pas sa force initiale. Cette implication dépasse largement ce qu'on attend d'un mannequin, mais c'est précisément ce qui la rend indispensable à certains créateurs. Elle s'autorise aussi à introduire des ruptures visuelles qui bousculent les habitudes. Dans un défilé où toutes les mannequins adoptent une démarche rapide et tranchante, Manon ralentit imperceptiblement, créant un moment suspendu qui attire irrésistiblement l'œil du public. Dans un autre, elle adopte un regard frontal presque insolent, cassant la distance feutrée entre le podium et la salle. Ces gestes, jamais gratuits, sont calculés pour inscrire une image dans la mémoire collective. En dehors des podiums, Manon s'engage pour une représentation plus réaliste des femmes dans la mode. Elle soutient discrètement certaines campagnes contre la retouche abusive des images et participe à des ateliers auprès de jeunes mannequins pour les sensibiliser aux pièges du métier. Elle leur parle de contrats, de droits d'image, de santé mentale, des sujets rarement abordés dans les coulisses mais qui conditionnent la longévité d'une carrière. Cette dimension militante, bien que discrète, renforce son statut d'exception. Elle prouve qu'on peut incarner l'élégance tout en restant ancré dans une réflexion critique sur l'industrie. Et si certains craignent que cette posture réduise ses opportunités, Manon constate au contraire qu'elle attire des collaborations plus ciblées, plus en accord avec ses convictions. Pour elle, défiler n'est pas seulement exécuter une chorégraphie imposée, c'est un acte de communication. Chaque choix, du rythme de sa marche à la façon dont elle porte un vêtement, traduit une idée. Dans un univers souvent saturé d'images interchangeables, elle revendique le droit de ne pas être effacée par la mode qu'elle incarne. En cela, Manon Leloup ne se contente pas d'être un visage ou une silhouette, elle est une voix, même lorsqu'elle se tait. Et cette voix, profonde et rare, continue de résonner bien au-delà des podiums. À l'apogée de sa carrière, alors que son nom figure dans les calendriers des Fashion Week de Paris à New York, Manon Leloup disparaît soudainement des podiums. Pas d'annonce officielle, pas de communiqué d'agence, simplement une absence. Les rédactrices de mode remarquent son manque lors des défilés qu'elle ouvrait habituellement. Les photographes constatent que ses réservations s'évaporent. Dans un milieu où l'absence de nouvelles est vite remplacée par un nouveau visage, le silence devient lourd. Les rumeurs commencent. Certains murmurent qu'elle a choisi de tout quitter pour voyager. D'autres évoquent une rupture sentimentale qui l'aurait poussée à se retirer. Une version plus sombre circule dans les coulisses. Un burn-out provoqué par des saisons surchargées, l'épuisement accumulé et l'isolement émotionnel inhérent à ce métier. Personne ne confirme, mais l'idée séduit les conversations. L'image parfaite fissurée par l'usure invisible. En réalité, la vérité est plus intime. Manon, épuisée physiquement et mentalement, ressent le besoin de s'arracher à la mécanique implacable qui l'a propulsée au sommet. Les voyages incessants, les nuits d'hôtel impersonnelles, la pression constante de rester nouvelle l'ont vidée de son énergie créative. Elle décide de se mettre en retrait, sans plan précis, avec pour seule certitude que son corps et son esprit réclament une pause. Pendant cette parenthèse, elle disparaît presque totalement des réseaux sociaux, ne laissant filtrer que de rares images anodines, un paysage brumeux, une tasse de café, un livre entrouvert. Ses anciens collègues et amis la décrivent comme « hors du radar », et cette absence volontaire ne fait qu'alimenter le mystère. Le monde de la mode, lui, continue sa course.
De nouveaux visages prennent la lumière, les tendances changent et le nom de Manon se fait plus rare dans les conversations professionnelles. Pourtant, pour ceux qui l'ont vu travailler, il reste une empreinte, comme une scène dont on se souvient sans pouvoir la revoir. Elle n'a jamais prononcé le mot « fin ». Ce choix de se retirer, loin d'être un renoncement, semble plutôt une réappropriation, la volonté de reprendre possession de son temps, de son corps, de sa narration. Dans l'industrie, certains y voient une perte, d'autres un acte de courage. Mais tous s'accordent sur une chose. Même dans l'absence, Manon Leloup conserve cette force tranquille qui la rendait inoubliable. Des années après son retrait, le nom de Manon Leloup réapparaît parfois, comme une note discrète dans un article, une référence dans la bouche d'un jeune directeur artistique ou une image ressortie des archives d'un magazine culte. Ce n'est pas la nostalgie qui la rappelle, mais la reconnaissance silencieuse d'une trajectoire qui a refusé de se dissoudre dans les règles établies. Son héritage n'est pas fait d'innombrables couvertures ou de records de défilés, mais d'une empreinte plus subtile, celle d'avoir montré qu'un mannequin peut imposer son rythme, sa vision et survivre à la tentation de se conformer à tout prix. Dans les écoles de mode, certains professeurs citent ces passages comme exemples de présence maîtrisée. Dans les agences, on raconte encore comment elle savait dire non et comment ce refus pouvait parfois valoir plus qu'un contrat accepté. Pour les jeunes mannequins, son parcours reste une leçon de lucidité. La mode peut vous porter haut, mais il faut savoir à quel moment reprendre pied sur la terre ferme. Pour le public, elle incarne cette élégance rare qui ne dépend ni du bruit médiatique, ni de la surenchère d'images, mais de la cohérence entre ce que l'on montre et ce que l'on est. Peut-être que le monde ne l'a pas oublié, peut-être que nous avons simplement cessé de regarder au bon endroit. Et si un jour elle décidait de revenir, il y aurait sûrement encore une place pour cette silhouette qui, même immobile, semblait déjà avancer.